Chapitre 9. Mademoiselle O. H.O. Il pleurait des larmes de verre, et quand elles atteignaient la terre, cela faisait une musique angélique et fantomatique. Michel Polnareff. Gare Saint-Lazare, 20h10. Le TER en provenance de Rouen arriva avec une demi-heure de retard. Mouvement social, problèmes techniques, incidents sur les voies. Désabusé et fatigué, Martin n'avait même pas cherché à comprendre. Il fut l'un des premiers à descendre sur le quai. Mains dans les poches de sa parka, capuche sur la tête, iPod protecteur à plein volume sur les oreilles, il fendait la foule, pressé de quitter le décor urbain et glacial de la gare. Au milieu de l'escalator, il sentit confusément que quelqu'un le serrait d'un peu trop près. Il tourna la tête et découvrit un immense asiatique bâti comme un sumo-tori. Enfoncé dans un costard italien et chaussé de lunettes noires, il semblait tout droit sorti d'un film de John Woo. Puis, une silhouette féline émergea derrière la carrure du lutteur. Vêtue d'un trench cintré, une femme encore jeune, au port de Rennes, descendit une marche pour rejoindre le jeune flic. Noyé dans sa bulle de musique, Martin ne put que lire sur ses lèvres. « Good evening, Mr. Beaumont. » Il enleva le casque de son baladeur et plissa les yeux. Elle lui rappelait vaguement quelqu'un. « Moon, Jean O. » se présenta-t-elle en lui tendant la main. D'abord, ce nom compliqué n'évoqua rien en lui, puis « Mademoiselle O, la panthère de Séoul. » « Je crois que nous avons des choses à nous dire, monsieur Beaumont. Mais peut-être me permettrez-vous de vous appeler Martin. » « Des choses à nous dire ?» Martin fronça les sourcils. Il regarda un long moment la main tendue de la jolie Coréenne avant de se décider à l'effleurer. « Rassurez-moi, dit-elle en se rapprochant davantage de lui, vous n'avez pas perdu votre langue. » Martin n'esquissa pas le moindre sourire. Il savait que cette femme n'était pas inoffensive, et que derrière le charme et l'amabilité se cachait une dame de fer à l'ambition sans bornes. Mademoiselle O était une célébrité dans le monde des flics. Les médias avaient commencé à parler d'elle 5 ans plus tôt lorsqu'elle travaillait au bureau du procureur général de la police de Séoul. À la tête d'une escouade de 50 enquêteurs, elle avait réussi à décapiter les triades et mis sous les verrous les principaux dirigeants des Jopok, la mafia coréenne. Une opération main propre qui avait nettoyé Séoul d'une bonne partie des réseaux criminels contrôlant la prostitution et les jeux illégaux par le chantage et le racket. Cette réussite avait fait d'elle une héroïne, mais elle avait aussi condamné à vivre constamment sous la protection d'un garde du corps, car les triades avaient juré d'avoir sa peau. Martin savait qu'elle travaillait à présent pour la filiale américaine de Lloyds Brothers, l'un des plus gros groupes d'assurance du monde. « Accordez-moi un dîner » demanda la Coréenne. « Un dîner pour vous convaincre. »« Me convaincre de quoi ?»« Ah, vous avez une très jolie voix. »« Me convaincre de quoi ?» répéta-t-il plutôt agacé. « De travailler pour moi. »« Je ne travaille pour personne, » dit-il en secouant la tête. « Vous travaillez pour un État qui ne reconnaît pas vos mérites. » Il se tourna vers elle. La gare était bondée, mais la stature du sumo semblait leur servir de paravent et les protéger de la foule. « Venez travailler avec moi, » nuança la Coréenne. « À deux, on a peut-être une chance. » Une chance de quoi? D'arrêter Archibald McLean? La Bentley aux vitres teintées coupa successivement la rue Saint-Lazare et le boulevard Haussmann
avant de se diriger vers la place de la Concorde. L'intérieur de la voiture respirait le neuf. Au volant, le mastodonte aux lunettes noires conduisait avec une surprenante douceur en écoutant une version épurée de la messe de Bach. Sur le siège arrière, Martin, perdu dans ses pensées, contemplait, sans les voir, les milliers d'ampoules bleutées qui scintillaient comme des cascades azurées sur les arbres bordant l'avenue des Champs-Élysées. Assise à ses côtés, mademoiselle O le regardait à la dérobée. Elle s'attarda sur ses cheveux trop longs, sur sa barbe de plus de 3 jours, sur la capuche cerclée d'un liseré de fourrure de sa parka vert kaki, qu'il n'avait pas pris la peine d'enlever, sur l'échancrure de son pull, qui laissait deviner un tatouage douloureux, sur le pansement collé près de sa lèvre. Elle lui trouva des allures de jeune prince des villes, triste et tourmenté, qui dégageait une beauté improbable, à la fois romantique et hardcore. Brièvement, elle réussit à croiser son regard. D'un bleu marine délavé, ses yeux avaient une puissance d'attraction semblable à celle qu'ont certains hommes ayant renoncé à plaire et à séduire, mais il y brillait une lueur qui laissait deviner une intelligence vive. La voiture traversa la Seine et tourna à droite sur le quai d'Orsay, avant de continuer quai de Branly et avenue de Suffren. Mademoiselle O se rendit compte qu'elle avait froid. Elle avait affronté les criminels les plus endurcis, obtenu des condamnations à mort pour les pires chefs de gang, nargué depuis des années les tueurs que la mafia avait lancés à ses trousses. Et pas une fois elle n'avait tremblé. Pourtant, dans cette voiture, à côté de cet homme, elle avait peur. Peur d'elle-même et du trouble qu'elle ressentait soudain, inattendu et perturbant. On la payait des fortunes pour sa capacité à voir à travers les gens, à déceler leurs fêlures et deviner leurs cicatrices. En théorie, elle connaissait Martin par cœur. La compagnie d'assurance qui l'employait avait mis le jeune lieutenant sous filature depuis plusieurs mois. Mademoiselle O avait épluché son dossier, lu ses mails, accédé au disque dur de son ordinateur, écouté ses conversations téléphoniques professionnelles et privées. Elle avait cru avancer en terrain connu, mais elle n'avait pas prévu l'effet magnétique que le jeune flic exercerait sur elle. Elle ferma les yeux quelques secondes, lutta pour faire refluer son désir naissant. Elle savait que les sentiments étaient souvent plus destructeurs et dangereux qu'une balle d'un 9 mm ou que la lame tranchante d'un sabre. La Bentley s'arrêta près du Champ de Mars. Le Sumotori leur ouvrit la porte et la claqua derrière eux. Il faisait froid. Le mercure flirtait le 0 degré, tandis que le vent emportait avec lui un mélange de pluie et de flocons de neige. « J'espère que vous n'avez pas le vertige, » déclara-t-elle en désignant la silhouette métallique de la tour Eiffel, illuminée du bleu de l'Europe. En quête d'une illusion de chaleur, Martin alluma une Dunhill et recracha une volute de fumée nacrée. « Au contraire, j'aime me tenir au-dessus du vide, » affirma-t-il comme un défi. Martin se laissa guider par la Coréenne sur le parvis de la tour Eiffel et sous l'auvent qui menait à l'entrée privative du Jules Verne. L'ascenseur les conduisit au 2e étage, là où se nichait le célèbre restaurant de la Dame de Fer. Le maître d'hôtel les guida à travers la salle qui suivait la ligne des 4 piliers de la tour et dessinait une sorte de croix de Malte. Moquette cacao, piano discret, fauteuils italiens design, panorama à couper le souffle. L'endroit était magique. Leur table donnait sur le Trocadéro et ses illuminations spectaculaires. Ils passèrent commande rapidement, puis mademoiselle O sortit de son sac une enveloppe rectangulaire couleur sable qu'elle tendit à son interlocuteur. Le jeune flic la décacheta. L'intérieur se résumait à un chèque à son nom provenant de la compagnie d'assurance Lloyds Brothers. Son montant était de 250 000 €. 10 ans d'un salaire de flic.
Martin, repoussant le chèque. Vous jouez à quoi, au juste? Mademoiselle O. Considérez cela comme une avance, une prime de bienvenue pour vous inciter à quitter la police. Martin ne répond pas, sidéré. Il regarde d'un air absent son saumon mariné, citron, caviar, vodka, tandis qu'elle déguste chaque bouchée de ses coquilles Saint-Jacques à la plancha. Puis, au bout d'un moment, Martin. Qu'est-ce que vous attendez de moi, exactement? Mademoiselle O. Je vous l'ai déjà dit, je veux que vous m'aidiez à arrêter Archibald. Martin. Pourquoi moi? Mademoiselle O. Parce que vous êtes le seul flic au monde à avoir vu son visage et à l'avoir jamais eu dans votre viseur. Parce que vous passez vos nuits à essayer d'entrer dans sa tête, et parce que vous êtes persuadé que votre vie est inextricablement liée à la sienne. Martin. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mademoiselle O, portant à ses lèvres une coupe de champagne rosé. Soyons clairs, Martin. Je sais tout de vous. La taille de soutien-gorge de votre grand-mère, le prénom de votre institutrice de CP, le moindre de vos états de service, le désert de votre vie affective, la marque du papier à cigarette dans lequel vous roulez vos joints, la liste de vos sites porno préférés. Il ne peut réprimer un sourire. Depuis quelques semaines, il a remarqué qu'il était filé et qu'on avait installé un mouchard sur son ordinateur. Croyant à une enquête de l'IGS, il s'est appliqué à protéger l'essentiel. Nico, la petite Camille, son dossier secret sur Archibald. La Coréenne pense le connaître, mais elle est passée à côté des seules choses qui comptent vraiment dans sa vie. Elle devine son mépris, se rend compte qu'elle a fait fausse route et qu'elle ne réussira pas à obtenir sa collaboration en l'intimidant. Alors, elle abat sa dernière carte. Mademoiselle O. Vous croyez tout savoir sur Archibald, mais c'est faux. Martin impassible. Je vous écoute. Mademoiselle O. Pour vous, McLean est un voleur de génie. Pour nous, c'est un kidnappeur. Martin fronce les sourcils. Mademoiselle O. Officiellement, le kidnapping d'œuvres d'art n'existe pas, car le reconnaître ferait exploser ce type de pratique. Dans notre milieu, c'est un sujet tabou, et personne ne brisera jamais la loi du silence. Aucune compagnie d'assurance ni aucun dirigeant de musée n'admettra jamais avoir versé une rançon pour récupérer un tableau. Martin haussant les épaules. Dans la réalité, je sais que c'est une autre histoire. Mademoiselle O. Oui, et McLean est passé maître dans cet exercice, à l'exception de certains tableaux dont il n'a jamais voulu se séparer. Il se livre régulièrement à un marchandage avec les compagnies d'assurance pour restituer les œuvres contre des rançons très élevées. Mais le plus étonnant, c'est peut-être l'utilisation qu'il fait de cet argent. Elle laisse volontairement sa révélation en suspens. Martin se force à rester impassible, fait semblant de prendre du plaisir à déguster les langoustines rôties à la truffe qu'on vient de poser devant lui. Puis il la regarde comme s'il contemplait une œuvre d'art dans un musée. Sa peau est étonnamment claire, presque rose. Longue et svelte comme un mannequin, elle porte une jupe corolle noire et un chemisier blanc qui la font davantage ressembler à Audrey Hepburn qu'à Gong Li. Mademoiselle O. D'après l'IRS, Archibald a mis au point un système sophistiqué de société écran pour blanchir l'argent de ses méfaits, des sommes dont on retrouve trace dans la comptabilité de certaines organisations humanitaires. Elle lui tend l'écran de son BlackBerry qui affiche une note du fisc américain listant les ONG concernées. Martin capte quelques noms. Aviation sans frontières, les médecins volants, les Flying Doctors, les ailes de l'espoir. Les flocons de neige tourbillonnent à quelques centimètres d'eux avant de s'écraser contre les parois vitrées. Elle continue de parler, mais déjà Martin ne l'écoute plus.
Archibald est donc aussi une sorte de Robin des Bois, moderne, qui utilise sa passion de l'art à des fins caritatives. Déjà son cerveau échafaude 1000 hypothèses qui débouchent toutes sur la même question: quelle faute le voleur cherche-t-il à se faire pardonner? Mademoiselle O. Vous connaissez notre compagnie, Lloyd's Brothers? Martin acquiesce de la tête. Lloyd's Brothers est un acteur incontournable du monde de l'art, une sorte de conglomérat de compagnies d'assurance qui, au fil des années, a réussi à absorber ses principaux concurrents pour se constituer une position de monopole, raflant tous les grands contrats du marché. Mademoiselle O. Depuis 5 ans, Lloyd's Brothers consacre l'essentiel de ses primes à couvrir les méfaits commis par Archibald. Martin haussant les épaules. Ça, c'est votre problème, pas le mien. Mademoiselle O. Cette année, avec la multiplication des coups d'éclat de Maclean, le groupe se retrouve en situation financière très délicate, obligé de puiser dans ses réserves pour régler des dizaines de millions d'euros. Martin. Eh oui, c'est la crise pour tout le monde. Mademoiselle O, essayant de dominer sa colère. Nous ne pouvons plus tolérer ça, et le FBI non plus. Nous travaillons main dans la main avec les fédéraux, et nous sommes bien décidés à régler le problème Archibald définitivement. Martin. J'aimerais bien savoir comment vous comptez vous y prendre. Mademoiselle O. Notre compagnie a accepté d'assurer ce fameux diamant, la clé du paradis, qui va être mis aux enchères à San Francisco. Comme vous, je pense qu'Archibald va chercher à s'en emparer, mais cette fois, ce sera le vol de trop, parce que vous serez là pour l'en empêcher. Sans lui laisser le temps de poser des questions, elle dépose sur la table un billet d'avion. Mademoiselle O. Je travaille en liaison avec le FBI et je veux que vous soyez mon partenaire sur cette mission. Vous me dites oui ou vous me dites non, mais vous n'avez qu'un quart d'heure pour vous décider avant que mon offre devienne caduque. Martin regarde le billet d'avion. C'est un aller simple pour San Francisco, en date du surlendemain. Ainsi, l'Asiatique y va au rapport de force. C'est le genre de pari qu'elle doit avoir l'habitude de gagner. Mais le jeune flic a plus d'un atout dans sa manche. Martin. Je veux une accréditation du FBI pour pouvoir porter une arme sur le sol américain, avec une dérogation pour être habilité à interpeller moi-même Archibald Maclean. Mademoiselle O. Non, ça c'est impossible. Martin. Tout se négocie dans ce pays, c'est sa force et sa faiblesse, vous le savez autant que moi. Mademoiselle O. C'est impossible. Martin. Écoutez, vous pouvez mobiliser le FBI, l'IRS et même l'armée américaine, vous ne réussirez jamais à arrêter Archibald, à moins de savoir qui il est vraiment. Mais vous ne connaissez rien de son passé, ni de ses motivations. Vous n'avez rien de solide à quoi vous raccrocher, aucun élément biographique sérieux. Tandis que moi... Il sort de sa poche un petit sachet en plastique transparent, de ceux qui servent à récolter les pièces à conviction. À l'intérieur, l'étiquette d'une bouteille de champagne. Martin. J'ai ce que vous n'aurez jamais sur Archibald. L'une de ses empreintes. Elle le regarde d'un air dubitatif. Il s'explique. Martin. Il m'a envoyé une bouteille de champagne il y a 6 mois. Une sorte de provocation ou de jeu. En tout cas, il a laissé une empreinte, bien nette. Une empreinte qui n'est versée à aucun dossier et que je suis le seul à connaître. J'ai déjà fait une recherche sur le fichier automatisé des empreintes digitales, mais il faut essayer sur le Rodac et surtout sur le YAFIS, la base du FBI. À un moment, elle tend la main, espérant presque que Martin va lui donner le sachet. Puis, pendant quelques secondes, leurs regards s'affrontent avant que le jeune flic ne propose un dernier deal. Martin. L'empreinte contre l'accréditation des fédéraux pour arrêter moi-même Archibald aux États-Unis.
Il se lève de table sans avoir touché à son soufflé au chocolat amer et prévient. Ce n'est pas un quart d'heure de réflexion que je vous donne. C'est 5 minutes.